Bonjour. On a l'habitude de se regarder dans les miroirs, en particulier tous les matins. On sait que ça échange la gauche et la droite, mais bon, on se reconnaît. Il y a des miroirs qui sont déformants, par exemple dans les fêtes foraines. On sait qu'on peut être un petit peu plus grand que normal ou un petit peu plus gros. Et finalement, ça déforme, mais on se reconnaît un peu quand même. De temps en temps, on peut tomber sur des miroirs qui posent un petit problème quand même. Par exemple, ici, j'essayais de me regarder dans le miroir et puis je constate que certains points apparaissent plusieurs fois, certains points disparaissent. C'est-à-dire que mon image, j'ai un petit peu du mal à me reconnaître vraiment dans cette image. Certains points ont disparu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'image. Certains points apparaissent plusieurs fois. Ils ont plusieurs images. Et typiquement, on est dans une situation où c'est plus du tout une bijection entre la vraie vie et puis ce qu'on voit dans l'image. Et c'est typiquement le genre de problème qu'on va avoir dans la représentation de l'espace, quand on va vouloir représenter l'espace, représenter la vraie vie, parce qu'à chaque point ne va pas correspondre exactement à un point et inversement. Pour l'essentiel, quand on va essayer de représenter l'espace, on va utiliser des projections. Et donc, on peut déjà regarder ce qui se passe dans un cas très très simple, une projection du plan sur la droite, donc de 2D sur une seule dimension. La droite, par exemple, ça, c'est une droite, on va admettre. Et puis, n'importe quel point du plan va se projeter sur la droite, par exemple, une projection orthogonale. Donc, on va projeter ce point-là ici sur celui-là. Ça, c'est la définition de la projection. C'est tout à fait clair que n'importe quel point qui était situé sur cette droite a exactement le même projeté, celui-là. Donc, on a une perte d'information assez importante. Tout le plan va se projeter sur la droite, et toute une droite va se projeter en un seul point. Donc, si on essaye de faire l'opération inverse, à partir de la projection du plan sur le point, récupérer ce qu'on avait au départ, c'est quelque chose qui devient complètement impossible, puisque ce point-là est l'image de tout le monde sur cette droite-là, et qu'il n'y a absolument aucun moyen, a priori, de retrouver le point M à partir de celui-là. Ici, on a une projection d'un plan vertical sur un plan horizontal. Donc c'est quelque chose qui va être à ce moment-là une bijection. À chaque point va correspondre un point, à chaque point va correspondre un point dans l'autre sens. Mais les petits carrés qui sont ici sont vraiment déformés, apparaissent comme des petits rectangles. Donc on a une déformation qui est relativement importante et c'est quelque chose qui est utilisé au niveau des anamorphoses pour éventuellement cacher quelque chose dans un dessin ou dans le sens inverse pour essayer de rendre des choses visibles dans des situations particulières. Par exemple, si on imagine qu'on est un automobiliste dans sa voiture, situé dans un plan vertical, donc ça c'est censé être un automobiliste, si on lui présente quelque chose comme ça dont les roues sont très déformées, ce qu'il va voir, comme il le voit du plan vertical vers le plan horizontal, ce qu'il va voir c'est cette chose-là, disons. C'est-à-dire qu'il aura l'impression de voir les roues du vélo dans la bonne dimension. Et le message paraîtra peut-être plus rapidement pour lui que si on avait fait le vrai dessin et qu'il fallait qu'il le décrypte. Les anamorphoses, c'est donc de 2 dimensions dans 2 dimensions, avec des formations, disons, qui peuvent poser un problème quand on est en train de faire une carte de géographie, puisque, par exemple, pour la surface de la Terre, réussir à l'appliquer correctement sur le plan, ça ne marche pas. Ça peut être aussi un moyen de cacher des éléments dans un tableau, dans un dessin quelconque. Par exemple, en utilisant des cylindres. Alors des cylindres, on peut en trouver, c'est un tuyau d'aspirateur, une boîte de conserve, ça peut être une casserole ou ça c'est une espèce de filtre. Disons qu'ici on a un quadrillage un peu spécial qui est circulaire. Et quand on va placer le cylindre verticalement qui réfléchit, le quadrillage va apparaître comme un quadrillage à peu près normal sur la boîte. Alors ça dépend à quel endroit on le place, mais disons que on a l'impression d'avoir quelque chose de non déformé sur le cylindre. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour cacher des éléments. Ici, on ne voit pas trop bien quel est le dessin. Si on place correctement la boîte de conserve, on va récupérer une image à peu près visible, de la même façon ici. Et on pourrait faire la même chose sur au lieu de le faire avec des cylindres, de le faire avec des cônes, par exemple, ou toute surface qu'on a envie de faire. À chaque fois, il faut trouver le bon quadrillage sur le plan pour réussir à faire apparaître les choses correctement sur le cône, ou sur le cylindre, ou sur la surface qu'on utilise.
La projection peut quand même être une bijection, ça dépend de l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée. On peut envoyer, avec une projection, on peut envoyer une surface sur une autre surface et faire en sorte que chaque point arrive sur un point et inversement. Ça veut dire que ça peut être bijectif, mais quand même, malgré tout, ça risque de déformer. Par exemple, ici, on a un dessin sur la pyramide ou sur le cône. On a un dessin, une photo, qu'on a un peu du mal à reconnaître. Si on utilise la projection vers l'objectif de la caméra ou vers l'écran de la télé, on a la possibilité d'écraser finalement l'image avec une projection et d'obtenir quelque chose qui maintenant est visible et reconnaissable. Donc inversement, à partir d'une image simple, normale, si on la projette sur une surface, on peut la rendre difficile à lire, disons, parce que ça a beau être une bijection, ça ne conserve pas les longueurs, ça ne conserve pas les angles, ce n'est pas quelque chose qu'on appelle une application conforme, et donc on a du mal à se reconnaître sur le résultat, en particulier pour les cartes de géographie. Quand on essaye de représenter l'espace, disons à 3D, l'univers qui nous entoure, sur une feuille de papier, un tableau, que ce soit un peintre ou un mathématicien, on est donc confronté à la projection de l'espace à 3 dimensions dans l'espace à 2 dimensions. Et bon, on a l'impression que n'importe quel dessin qu'on va pouvoir faire va s'interpréter assez facilement comme quelque chose qui vient de la vraie vie en 3D. Alors, par exemple ici, ce dessin représente quelque chose qui ressemble énormément à une pyramide dont on aurait tronqué le haut, disons. De toute façon, c'est clair que c'est un dessin dans le plan, c'est-à-dire qu'il est fait avec un triangle, il y a ici un quadrilatère, ici il y en a un autre, mais a priori, on les interprète comme provenant d'une vue de quelque chose qui se passe en 3D. Et alors, en fait, il y a un petit problème là, c'est que c'est pas vrai, ça marche pas. Un dessin aussi simple que ça n'est pas la projection de quelque chose qui se passe en 3D. Il suffit de se rappeler un tout petit peu de géométrie relativement élémentaire. Ici, je veux dire que j'ai une face plane devant, ici une face plane à droite, et puis derrière, il y a une face plane aussi, qui est donc la face de derrière. Donc il y a 3 faces, et cette arête ici est l'intersection entre la face arrière et la face de devant. Cette arête, c'est l'intersection entre la face de devant et la face de droite, et cette arête, l'intersection entre la face de droite et la face arrière. Alors maintenant, si je prolonge un petit peu pour essayer de récupérer la pyramide, je vais utiliser cette droite-là, c'est l'intersection du plan arrière et du plan de devant. Cette droite-là, c'est l'intersection du plan avant et du plan de droite. Et cette droite-là, c'est l'intersection du plan arrière et du plan de droite. Alors, si on les dessine un petit peu mieux, si on montre un petit peu ce qui se passe, ici, sur cette droite-là, j'ai tous les points qui sont communs au plan arrière et au plan avant. Ici, tous les points qui sont communs au plan avant et au plan de droite. Donc l'intersection de ces 2 droites ici, ben, c'est un point qui est commun, puisqu'il est sur cette droite au plan arrière et au plan avant, et puisqu'il est sur cette droite au plan de droite et au plan avant. Donc c'est un point qui est commun aux 3 plans, arrière, droit et avant. Maintenant, si je regarde l'intersection entre cette arête et celle-là, entre les droites qui les prolongent, disons, hein, le point d'intersection ici va être en même temps sur cette droite-là, donc sur le plan de devant et le plan de droite, et sur cette droite-là, donc sur le plan de derrière et le plan de droite. Donc il appartient aux 3 plans. Donc j'ai un deuxième point ici qui appartient aux 3 plans. Ici j'ai un point qui est sur les 3 plans, qui devrait être le sommet de la pyramide. Ici j'ai un autre point qui est sur les 3 plans et qui devrait être le sommet de la pyramide. Et de la même façon, ce point ici, intersection de cette droite-là et de celle-là, qui appartient donc au plan arrière et au plan avant, et en même temps au plan arrière et au plan de droite, ben, il devrait être confondu avec les 2 premiers. Ces 3 points sont distincts. Donc c'est pas vrai, cette figure-là, c'est pas la représentation, la projection d'une pyramide tronquée qui vivrait dans un espace à 3 dimensions. Alors bon, ça c'est essentiellement parce que si on regarde le raisonnement que j'ai tenu, pour l'essentiel, ici j'ai une droite. Je sais que le projeté d'une droite, c'est une droite. Et j'imagine que la droite qui est ici projetée, elle provient d'une droite. Elle a été la projection d'une droite. Elle est le projeté d'une droite. Et ça, c'est quelque chose qui est culturel, qui est quelque chose qu'on acquiert à l'école, qu'on acquiert un petit peu partout dans la vie courante.
Mais en fait, ce n'est pas vrai. Si on regarde cet objet ici, il est fait avec 3 faces, ici. Ces 3 faces, il y a une arête commune ici, une arête commune ici, une arête commune ici. Et quand on essaye de faire en sorte que cette face-là ici soit bien plane, celle-là aussi, et ici ça s'incurve. C'est-à-dire que la face ici n'est pas plane. Tout le raisonnement que j'ai tenu à propos d'une face plane qui coupait une autre face plane tombe à l'eau. Et cet objet existe parfaitement, il n'y a aucun problème. Et ce n'est pas une pyramide, puisque les faces ne sont pas planes, mais c'est quand même quelque chose qui vit en 3D. Donc ça dépend c'est un problème culturel, disons. Ça dépend de la façon dont on essaye d'interpréter une image 2D en essayant de revenir à 3D. On a un certain nombre de repères culturels pour essayer de refabriquer l'objet à 3D qu'on observe en 2D, soi-disant. Une façon imaginée, disons, par les mathématiciens pour représenter l'espace donc, dans le plan, c'est ce qu'on appelle la perspective cavalière. Donc, en général, on explique ça très bien avec un cube. Donc, on prend le cube et on essaye de représenter cet objet qui vit donc dans un espace à 3 dimensions. On essaye de le mettre dans le plan. On n'y arrive pas. Donc, on n'y arrive pas essentiellement parce qu'il a une épaisseur ici. Et cette épaisseur, il faut trouver le moyen de la montrer dans le dessin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement représenter le carré visible ici. On imagine que c'est un carré. Et la profondeur, on va utiliser une droite qui existe déjà à l'intérieur du plan, malheureusement, mais on va utiliser une droite ici qui fait un certain angle avec l'horizontale. Ça peut être 30 degrés, ça peut être 45 degrés, peu importe. Un certain angle avec l'horizontale de façon à pouvoir, en quelque sorte, prendre les sections du cube et les remettre en suivant l'arête qui est ici. Donc si je coupe le cube parallèlement à cette face ici, le long de l'arête, je vais avoir un certain nombre de carrés. Et ces carrés, je vais les empiler ici. Et ainsi de suite. De façon à fabriquer finalement un cube. Ça pourrait continuer comme ça. De façon à fabriquer un cube, si on regarde cette longueur-là et celle-là, c'est bien les mêmes. C'est clair qu'on a quand même l'habitude de regarder les choses dans la vraie vie et de voir que ce qui est loin est petit et ce qui est près est plus gros. Et donc, a priori, on s'attend à ce que cette arête ici apparaisse plus courte qu'elle n'est. Donc non seulement il y a un angle ici pour donner la 3e direction, mais en plus il y a un coefficient de réduction. C'est-à-dire qu'on ne met pas la même longueur ici, mais on va mettre un coefficient de réduction. Le coefficient de réduction, c'est racine de 2 sur 2, c'est racine de 3 sur 2, c'est comme on veut. Mais disons qu'on va raccourcir l'arête seulement à ce niveau-là. Et ici, ça commence à ressembler à ce qu'on a l'habitude de voir comme un cube. Alors que si je prends tout ça, j'ai l'impression que c'est plutôt une espèce de brique à base rectangulaire qui a été dessinée. Pour que ça me donne l'impression que c'est un cube, il faut que je m'arrête ici. Mais cette longueur-là est beaucoup trop courte par rapport à l'arête que ça devrait être. Donc ça, c'est la façon dont on représente le cube. Ça marche très bien pour le cube. Mais le seul problème, c'est que ça marche essentiellement que pour le cube. Si on prend une sphère, si la sphère en question, je procède de la même façon, je vais la présenter devant la feuille de papier et je vais la découper suivant la direction perpendiculaire à la feuille de papier et réinstaller les sections suivant la direction qui est censée représenter la perpendiculaire. Donc si on regarde ce que ça donne, ici j'ai un cercle qui correspond en quelque sorte à l'équateur de cette sphère. Ici, j'ai un cercle qui est le plus grand. Et puis, devant lui, il y a des cercles de plus en plus petits, jusqu'à finir par un point, simplement. Et puis, pareil, de l'autre côté, des cercles de plus en plus petits, jusqu'à finir par un point. Donc, cette chose-là, je vais faire la même chose. Je vais dire, pour cet objet, je vais faire exactement la même chose. Je vais partir du cercle qui est dans le plan de la feuille, disons. Et puis, je vais rajouter tous les petits cercles dans la 3e direction. Donc la 3e direction, ça va être quelque chose comme ça, qui a un certain angle. Bon, mettons que ce soit ça. Il y a ici un certain angle. Et je vais installer les centres des différents cercles correspondant à la sphère, les installer le long de cette droite, qui est censée être perpendiculaire. Et donc je vais avoir un cercle qui est un peu plus petit,
mais qui va venir ici, se centrer ici, puis le suivant va se centrer à nouveau sur la droite, et ainsi de suite. Donc on va finalement empiler des cercles comme ça, d'un côté, de l'autre, ceux qui sont devant. Là, j'ai mis ceux qui étaient derrière. Maintenant, je vais mettre ceux qui sont devant de ce côté-là. Et c'est, je pense, assez clair. Ce n'est pas la peine de faire le dessin complet, mais c'est assez clair que ce qu'on va obtenir, qui va se réduire petit à petit, ici, c'est quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir comme représentation de la sphère. Ce qu'on voit comme représentation de la sphère, en général, c'est un cercle ici, avec ici une section elliptique qui est censée représenter l'équateur. Et tout ça est englobé dans un simple cercle. C'est ce qu'on a l'habitude de voir quand on regarde une sphère avec un seul œil. Et la représentation en perspective cavalière devrait donner quelque chose de ce genre-là. C'est-à-dire qu'au lieu de donner l'impression d'être un ballon de foot, ça va nous donner l'impression d'être un ballon de rugby, a priori. Ça déforme énormément. Et c'est quelque chose qui, donc, déjà pour la sphère, n'est pas très pratique, puisque ça ne donne pas ce qu'on a l'habitude de voir dans la vraie vie. Et donc, ça veut dire que ça marche bien pour le cube parce qu'on a l'habitude, parce que c'est culturel, parce qu'on nous a expliqué qu'il fallait voir le cube comme ça. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez inadapté pour représenter l'espace à 3 dimensions dans l'espace à 2 dimensions. Même pour le cube, la perspective cavalière pose quand même toujours les problèmes d'interprétation qui sont liés à des questions culturelles, disons. Ici, on a le cube en perspective cavalière de façon filiforme. Quand on regarde cette vue, ben, on peut l'interpréter de plusieurs façons. La première façon, c'est de dire qu'ici, on a la face d'en haut, ici la face de droite, et ici la face de devant du cube, et que les autres devraient être cachés. Donc on est dans cette situation où je regarde la face d'en haut, la face de droite et la face de devant, ici, à partir de cette structure filiforme. Alors maintenant, si je regarde de ce côté-là, je peux aussi interpréter les choses en disant que ça, c'est la face d'en haut. Ici, on a la face de gauche. Et ici, on a la face de devant. C'est-à-dire qu'on l'a vu d'au-dessus maintenant. J'ai mon cube, je le regarde d'en haut, je vois la face de devant et la face de gauche, et je ne vois pas les autres qui sont masqués par le reste du cube. Alors, il y a une dernière possibilité, ce serait de décider qu'on dessine ça comme ça, et puis ça comme ça, puis après on se débrouille. Ça c'est un trait, il n'y a pas de problème, celui-là aussi. Celui-là, il est censé passer derrière. Et celui-là, il est censé passer derrière. Et là, ça donne quelque chose qui est carrément curieux et impossible, et qui est à la base d'un certain nombre de tromperies dans des dessins, dans des peintures, dans des gravures. En particulier, il y a un certain nombre de gravures d'Escher qui utilisent ce principe, disons. A priori, si ici, cette chose-là est marquée de cette façon-là, ça veut dire que ce point-là est en avant. Du coup, lui, il est au premier plan, ça reste au premier plan en suivant cette arête, et ça devrait rester au premier plan en suivant cette arête. C'est-à-dire qu'on devrait être dans cette situation-là. Ou bien, si c'est celui-là qui est en avant, ici, alors ça c'est au premier plan, ça c'est au premier plan, et ça c'est au premier plan, et on devrait être dans cette situation-là. Mais cette situation-là est impossible, et c'est avec ça qu'on peut faire des mouvements perpétuels, des choses comme ça, dans un certain nombre de gravures, en utilisant le fait que, a priori, localement, sur chaque petit bout, ici, 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 partout, sur chaque petit bout, on peut interpréter ça comme quelque chose qui vient de l'espace, à 3 dimensions, mais globalement, ça ne se recolle pas comme il faut. Ici, ça se recolle comme il faut, ici aussi, mais ici non. Et donc, ça donne des choses un petit peu absurdes, a priori.